Bonjour, bonjour, en ce lundi, il est 18h07 et c'est un live qui est très important aujourd'hui car je vais répondre à des questions très pertinentes et je vais vous donner des informations que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la plus grosse majorité, demandent à connaître en ce qui concerne ce gouvernement qui est le Rassemblement des droits de l'homme. Donc je vais patienter une petite minute. Je sais que très peu de gens reçoivent les notifications, ce qui fait partie de la problématique que nous avons toujours avec cette censure, mais peu importe le nombre de gens qui vont visionner en direct ce live, car, comme vous le savez, la plus grande majorité des gens revisitent et revisionnent tous les lives que je fais. Un live très très important, car il va vous permettre de comprendre ce qu'est ce gouvernement, le Rassemblement des droits de l'homme. Et je peux très bien comprendre aussi que beaucoup de gens s'interpellent par cette qualification gouvernement Rassemblement des droits de l'homme, alors que pour la plupart d'entre vous, le RDH apparaît comme une association. Et elle l'est. Une loi de 1901 qui a été positionnée sur la Côte d'Azur, la région PACA. Mais, hormis le statut officiel du RDH, qui est une association loi 1901, le Rassemblement des droits de l'homme est avant tout un gouvernement qui a été établi depuis 2015 sur un territoire étranger, sur le continent africain, et qui a repris les mêmes structures d'un gouvernement, car nous étions et nous sommes toujours dans le cœur de la plupart des gouvernements officieux, c'est-à-dire tout ce qui se positionne en dehors des pays et qui se négocie sur certaines plateformes, particulièrement dans les pays de l'Afrique. En tant que consultants, nous sommes toujours présents pour répertorier ces informations. Et ces informations nous ont permis, il y a quelques années, d'établir cette structure gouvernementale qu'est le Rassemblement des droits de l'homme, avec un cahier des charges bien spécifique, pour lequel je vais d'ailleurs, cet après-midi, vous donner les détails, pour que vous puissiez comprendre finalement qu'est le Rassemblement des droits de l'homme, ce gouvernement, qui n'est pas encore élu en France, et pourquoi et quelles raisons nous ont motivés de le faire, et surtout sur quel appui nous avons fondé cet édifice, qui est autre qu'un édifice ancré sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Avant tout, ce qui est important de savoir, c'est que la motivation première était celle de rendre une justice humanitaire, et non pas limitée à la France, mais bien globalement parlant dans le monde. Et étant donné que moi-même, fondateur de la première banque de données, je vous le rappelle, le 8 novembre 2001, j'ai décidé, pour des raisons très personnelles, motivées uniquement par la transparence et la bienveillance, un jour de pouvoir mettre en place un gouvernement qui aurait une force de frappe supérieure au gouvernement actuel, mais avant tout, qui serait ancré sur une justice humanitaire. C'est ma motivation et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle. En France, alors ce live va durer peut-être une demi-heure. Vous pouvez éventuellement, pour celles et ceux qui ne peuvent pas le visionner dans son entièreté, reprendre, car je vais vous donner la mécanique de ce qui se passe dans notre gouvernement en France. Je vais vous donner la mécanique du Rassemblement des droits de l'homme et je vais vous faire comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir répondre en l'entièreté des revendications des Françaises et des Français, et aussi à répondre à une justice humanitaire, et ce, globalement parlant. En France, le 4 octobre 1958, le général de Gaulle a décidé de monter la Ve République. Une Ve République qui tient ce pouvoir législatif.
Il existe un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, depuis ce 4 octobre 1958, est détenu par deux entités, une, l'Assemblée nationale, deux, le Sénat. Peut-être, sans doute même, à cette époque, ces entités avaient une valeur humanitaire, à savoir qu'elles suivaient une vision pour le monde qui était avant tout de répandre une justice et une transparence. Au fil des années, au fil des décennies, cette idéologie s'est littéralement évaporée pour laisser place à un groupe de gens, ils sont peu nombreux, qui ont décidé de reprendre l'entièreté, alors là je ne parle pas limité à la France, un groupe de gens situés à l'international, dont certains Français, qui ont décidé de reprendre l'entièreté de la communication et de l'exécutif dans plusieurs pays, à peu près 80% dans le monde. C'est-à-dire qu'eux décident ce qu'il va se passer à court, moyen et long terme, et ensuite répercutent l'information sur, en France particulièrement, sur le gouvernement, qui, elle, répercute ces informations sur l'Assemblée, sur le Sénat. Et c'est cette politique intérieure qui, en quelque sorte, vous dirige depuis des décennies, mais particulièrement ces 20 dernières années, aussi bien, et je m'adresse maintenant même aux députés qui se battent, certains d'entre eux, bien évidemment, ont une vraie valeur politique pour le bien fondé des Françaises et des Français, mais malheureusement, leur pouvoir exécutif dans ce pouvoir législatif est néant. Parce qu'en finale, les décisions sont toujours prises par d'autres entités qui, elles, contrôlent particulièrement l'Europe, contrôle la France, et cette Europe, elle aussi, est détenue par cet exécutif qui se situe en dehors des frontières. Un exposé peut-être difficile à comprendre, mais au niveau de cette mécanique, elle est simple. Et c'est pour la raison pour laquelle uniquement des consultants de gouvernement qui font partie de mon groupe, et moi-même, Philippe Argillier, je suis en mesure aujourd'hui de parfaire un nouvel avenir pour notre pays, la France, ancré sur les droits de l'homme et bien évidemment mettant en priorité une transparence humanitaire et aussi une transparence non pas limitée à l'humanitaire, mais une transparence financière. Car il est indispensable de marier les deux, la finance et l'humanitaire. Car sans la finance, il n'y a pas d'humanitaire. C'est très clair. Donc, concrètement parlant, maintenant je vais être très direct. Chef d'État de la France. Quelles mesures je vais prendre et quelles mesures à court, moyen et long terme seront prises. Alors quand je parle de long terme, c'est 36 mois. Quand je parle de moyen terme, ça peut être entre 12 et 18 mois. Vous voyez, nous sommes très rapides, nous avons un pouvoir exécutif exceptionnel. Et quand je parle de court terme, ça peut être dans les mois qui suivent l'élection du Rassemblement des droits de l'homme à la tête du pays. Ces entités telles que le Sénat et l'Assemblée, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être, tout simplement. C'est peut-être surprenant pour vous d'entendre cela. Excusez-moi, je reçois des messages pendant que je vous parle. Mais aujourd'hui, la seule chose qui reste à faire, la première des choses qui reste à faire, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale, et chose que je ferai immédiatement. Peut-être même dans les heures qui suivront mon élection. Pourquoi ? Parce que aussi bien cette Assemblée que le Sénat sont détenus par ce pouvoir que nous connaissons, nous, très bien, consultants de gouvernement, mais qui vous a été, vous, littéralement spolié de votre information. Et c'est la raison pour laquelle, depuis ces 5 dernières années, je suis là pour vous faire comprendre qu'il existe véritablement un gouvernement de l'ombre qui dirige nos gouvernements, et en particulier celui de la France. Et c'est la raison pour laquelle je fais référence à Emmanuel Macron en tant que prestataire de service. Je suis le seul à pouvoir
le nommer ainsi, parce que je suis le seul à connaître les dossiers de la France, c'est-à-dire vos dossiers en dehors des frontières. Donc, première action immédiate, dissoudre l'Assemblée nationale qui n'a plus raison d'être, et littéralement cette 5e République doit disparaître. Tout simplement. Remettre en question même le Sénat. Pourquoi? Parce que tous ces députés, toutes ces personnes qui représentent apparemment l'idéologie des Françaises et des Français arrivent dans une entité qui, quelque part, est déjà façonnée en aval. Exemple, le dernier en date, les retraites. On a fait appel, non pas à l'Assemblée nationale, mais bien au pouvoir exécutif monarchique d'Emmanuel Macron, qui a imposé cette loi des retraites, qui lui-même avait reçu ses instructions pour imposer cette retraite, et vous devez le savoir. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale immédiatement. Dans les heures qui suivront aussi mon élection, éradication de l'entièreté des accords géopolitiques que la France a signés au préalable. Alors je suis le seul aussi à pouvoir le faire, cela. Car en éradiquant l'entièreté de tous les accords géopolitiques que la France a déjà mis en cours, est en place, c'est-à-dire remettre à plat l'entièreté de la géopolitique dans le monde. Et je suis, une fois de plus, avec le Rassemblement des droits de l'homme, le seul à pouvoir faire cela. Pourquoi? Parce que je suis appuyé par ces banques de données qui, elles, ont répertorié l'entièreté des coulisses de ces gouvernements. Donc, nous sommes les seuls à pouvoir véritablement parler des vrais dossiers. Et c'est la raison pour laquelle je me refuse, et je réitère ce que j'ai toujours dit, je ne parlerai jamais et je ne répondrai jamais à aucune question en ce qui concerne la politique de notre pays intérieur, car il n'existe rien à l'intérieur qui nous intéresse, car tout ce qui est façonné dans ce groupe de gens qui travaillent pour ce gouvernement de l'ombre, à savoir les ministres, eux ne vous font que répertorier et font que remettre le même système en place. Il faut littéralement éradiquer le système. Dégager la 5e République, dissoudre l'Assemblée nationale, sortir de l'Europe immédiatement. Arrêter et éradiquer l'entièreté des accords géopolitiques au profit de la France, bien évidemment. Et aussi changer l'entièreté du cahier des charges des relations diplomatiques avec les autres pays, à savoir, ces relations diplomatiques seront uniquement instruites par le commandement en chef en France, c'est-à-dire au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Très important, un réaménagement total aussi de nos opérations militaires, qui, elles, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sont littéralement ancrées sur des accords géopolitiques dont ça me vient plus en anglais, the end final, dont les engagements au départ sont tous profilés et formatés pour répondre à des intérêts de celles et de ceux qui vous dirigent, et non pas vous, Françaises et Français, qui financez ces accords géopolitiques dont vous n'avez absolument rien en retour. Donc, un réaménagement total aussi de nos opérations militaires, à savoir que la plupart de nos soldats français rentrent dans le pays. Je dirais 95% de toutes les alliances militaires qui sont aujourd'hui en place avec la France seront caduques. Alors, bien évidemment, vous allez dire, mais nous allons être l'ennemi numéro 1 de tous les autres pays. Faux, car le RDH n'est pas un parti politique. Le RDH est une entité gouvernementale qui, elle, a profilé déjà son cahier des charges sur des accords
géopolitiques qui ont déjà été faits au préalable il y a 6 ans en arrière. Donc, peut-être, et certainement même, si c'était un homme politique qui décidait de faire ce genre appliquer ce cahier des charges, c'est sûr que la France serait en danger. Mais le RDH, le Rassemblement des droits de l'homme, et Philippe Argillier à la tête de la France, je vous garantis personnellement qu'en prenant ces mesures drastiques à l'international, la France deviendra le premier pays sécurisé dans le monde. Tous les pays, et je dis bien tous les pays sans exception, se plieront à ce cahier des charges. Pourquoi? Parce que tous les pays sans exception avec lesquels nous avons des accords géopolitiques ont quelque chose à se reprocher. Tout simplement. D'où la force des banques de données. Bien évidemment, je suis le seul en mesure de pouvoir faire face à d'autres pays, car je suis le seul à connaître ces dossiers, plus que sensibles, car ils touchent l'humanitaire, ils touchent la corruption, ils touchent des blanchiments de fonds inimaginables à l'insu des contribuables, et ce dans le monde entier. C'est clair qu'aucun homme politique dans le monde viendra et prendra des décisions contre la France à ce moment-là. Ils seront très prudents, ils seront à l'écoute. À l'écoute de qui? De Philippe Argillier, votre chef d'État, qui lui décidera, ancré sur des valeurs humanitaires, quel sera le programme à court, moyen et long terme, en commençant par notre pays, la France, suivra les autres pays. Car évidemment, l'humanitaire n'est pas localisée à un pays. Elle est bien localisée à l'entièreté de notre planète. Une reconfiguration donc de nos opérations militaires, ça veut dire une révision à la baisse du budget de la défense. C'est énorme. Et j'en profiterai, non pas pour diminuer la dette publique, mais littéralement pour l'éradiquer. Alors je vais vous dire, si aujourd'hui n'importe quel homme politique en France qui m'écoute ne peut même pas une minute tenir un débat avec moi, c'est impossible, parce que je refuse déjà, de parler de la politique intérieure du pays, parce qu'il n'y en a pas, et 2, le seul débat sur lequel je serai ouvert à débattre et à répondre éventuellement à quelques questions, je dis bien éventuellement, il faut que ces questions soient très pertinentes, car sinon ce ne sera qu'un monologue, et non pas par arrogance, mais par protection pour mon pays. Car débattre avec des gens qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent, c'est exactement ce qui se passe depuis des décennies, et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui en France dans cet état de panique, dans cet état de misère, et c'est la raison pour laquelle je refuse tout débat et tout dialogue qui vont me faire perdre mon temps, c'est-à-dire votre temps. Je créerai quelques impôts. J'en avais déjà parlé. Ce serait un impôt de convenance, de solidarité et de partage, 3 impôts. Les grosses entreprises internationales seront ciblées, les gros porteurs milliardaires français seront aussi ciblés, car j'estime qu'ils doivent aux Françaises et aux Français aussi de se faire auditer, c'est-à-dire qu'on puisse avoir accès à une transparence totale de ce qu'ils ont fait de leurs activités, parce que je vous le rappelle, si aujourd'hui ils sont ces gros porteurs, c'est bien grâce à vous. Alors, vous comprenez bien que je n'ai nullement besoin de répondre à des questions « Comment je vais trouver l'argent pour la sécurité sociale ? Comment je vais trouver l'argent pour les retraités ? Comment je vais… » Bien sûr que non. Vous avez la réponse. Parce que je ne répondrai à aucune de ces questions grotesques par rapport à un portefeuille qui est tenu en France où il n'y a rien. Le portefeuille français est le même portefeuille du travailleur français, aujourd'hui, qui a subi une augmentation du coût de la vie de 28% en 18 mois et qui n'a même pas reçu une augmentation de salaire. C'est-à-dire son portefeuille ou sa carte de crédit, quand il arrive à la caisse, est vide.
La caisse est vide en France, comprenez-le. Tous les partis politiques, et ceux sans exception, je dis bien tous les partis politiques en France, et ceux sans exception, ne savent pas de quoi ils parlent. Alors vous allez me dire, quelle arrogance, monsieur Argillier. Et moi je vous répondrai à ce moment-là, quelle grotesque stupidité de vous croire que ces gens peuvent changer la donne alors que vous subissez cette augmentation du coût de la vie. Vous subissez ce portefeuille vide. Vous avez subi, pour la plupart d'entre vous, ces injections. Vous êtes mal placé pour parler. La seule chose qui vous reste à faire à ces gens qui doutent encore du rassemblement des droits de l'homme, c'est de s'aligner, de se rassembler. Alors si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour vos enfants, pour votre famille. Car aujourd'hui, ni une Marine Le Pen, ni un nouveau Macron, ni un Gérard Mélenchon, ou je sais même, peu importe, de ces gens-là peuvent faire quoi que ce soit. On éradique le système en place pour édifier non pas une nouvelle république, une nouvelle entité républicaine. Une nouvelle entité républicaine. Beaucoup de gens me demandent, mais quelle va être votre équipe? Qui va être le Premier ministre? Déjà, si on dissout l'Assemblée nationale, on va chercher le Premier ministre où? Et même si je vais choisir un Premier ministre, non pas basé sur cette 5e République qui oblige à la majorité de prendre au Premier ministre de la majorité. Majorité de quoi? Majorité de la corruption? Non. Si je devais prendre un Premier ministre, ce sera une personne qui sera exactement ancrée sur ces mêmes droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, et nous blinderons alors ce Premier ministre aussi. C'est-à-dire que nous le mettrons en pole position comme Premier ministre, non pas de la France, mais bien globalement parlant, de la plus grande majorité des pays dans le monde. Je dis la plus grande parce qu'il reste bien 10 ou 15% des pays qui, eux, sont dirigés par des dictateurs ou par des entités qui, elles, ne changeront pas, mais seront affectées directement aussi par ces droits de l'homme et ces droits de la femme. Donc, une politique qui, elle, sera renommée un mouvement, on ne va pas l'appeler une politique humanitaire, on va l'appeler un mouvement humanitaire, qui aussi se concentrera sur l'écologie, car l'écologie aussi fait partie des priorités du rassemblement des droits de l'homme, comme vous pouvez vous en douter. C'est très clair. L'éducation est primordiale. Il faut remettre le système existant à terre. Sachez que je ne compte rien prendre de ce qui existe aujourd'hui dans nos institutions pour parfaire votre nouveau gouvernement, pour parfaire votre avenir en France, qui pourrait débuter peut-être même avant 2027. C'est à vous d'en décider. Une priorité aussi sur ces fameux dossiers qui touchent au trafic humain et à la pédophilie, qui font partie entière aussi de cette corruption qui vous dirige, qui nous dirige. Une priorité absolue, avant tout, sur les droits humanitaires. Pour la première fois dans l'histoire, non pas de notre pays, mais dans le monde, il existe cette entité qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme et à l'international de Human Rights Unity, qui a, elle seule, a ce pouvoir exécutif de pouvoir faire et défaire à sa convenance l'existant aujourd'hui de cette géopolitique. Mais uniquement la stratégie a été faite, uniquement dans le cas où le RDH prend les commandes du pays. Car on ne peut en aucun cas utiliser ces dossiers appartenant aux banques de données
si nous ne sommes pas, nous, à la tête du pays, car ce serait faire une ouverture chaotique, même criminelle pour vous. Car si le RDH n'est pas en position de diriger le pays et venait à sortir certains dossiers, ce serait faire une ouverture pour ceux et celles qui sont aujourd'hui à la tête de cette corruption. Vous pensez bien que je suis très protecteur de votre sécurité, en commençant par la mienne. Donc, voilà en quelque sorte le programme. Et c'est comme ça que je vais pouvoir répondre à vos revendications. Financièrement. Et comment? En arrêtant et en éradiquant tous les accords géopolitiques, en restructurant nos accords diplomatiques, en sortant de l'Europe, en renégociant, excusez-moi le terme, en retirant nos troupes militaires et en cassant toutes les alliances militaires avec les autres pays. Financièrement parlant, déjà là, je récupère. Alors, on va faire une métaphore. Le gouvernement actuel que vous suivez vous fait travailler 2 ans de plus pour la retraite. Avec ces mesures du cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, pourrait-on envisager une retraite à l'âge de 35 ou 40 ans? Ça vous paraît incroyable, hein? Bien que je ne proposerai pas cela, mais financièrement parlant, le pays pourrait le faire. Parce que ces milliards d'euros qui vous sont spoliés sous votre nez, je les récupère. Et hormis ça, je récupère aussi les fonds qui vous ont été pris, vous contribuables, pour permettre des accords géopolitiques, dont le dernier en date, la guerre de l'Ukraine. On est loin des 27 milliards annoncés, on est beaucoup plus que cela. Aujourd'hui, en appliquant le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme en France, toutes les revendications, je dis bien toutes les revendications de tous les travailleurs en France seront obtenues, sans exception. Votre pouvoir d'achat augmentera d'une façon presque grotesque. Le coût de la vie va diminuer d'une façon littéralement impensable. Sachez que tout ça est à disposition. Ce n'est pas une promesse politique, c'est un cahier des charges. Au même titre, quand vous faites vos comptes en fin de mois, vous êtes au centime près au courant de ce qui vous reste et de votre pouvoir d'achat. Même chose pour nous, consultants de gouvernement, Rassemblement des droits de l'homme. Nous avons fait les comptes de la France à l'international et je suis le seul à pouvoir édifier ce pays dans une transparence totale avec une opulence financière, en commençant par vous, les travailleurs. Voilà. Je serai bien évidemment prêt à répondre plus spécifiquement à des questions, parce que ce live serait beaucoup trop long. Je peux vous expliquer aussi dans quelle branche, quel département en France seront aussi très gâtés financièrement, en commençant, comme j'ai dit, l'éducation, les hôpitaux, toutes les aides sociales. Tout cela seront, toutes ces institutions seront garnies d'argent, car on aura la possibilité finalement de récupérer notre dû, c'est-à-dire votre acquis. Sans cela, rien en France ne pourra se faire. Sans cela, vous allez probablement repartir pour un septennat en 2027 avec Emmanuel Macron. Vous allez repartir à une augmentation du coût de la vie probablement dans les autres 18 prochains mois entre 12 et 15%. Ça voudrait dire qu'en 3-4 ans, on vous aura augmenté de 40%. C'est-à-dire qu'on va vous diminuer encore plus votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire on va vous
mettre littéralement en esclavage pour que vous puissiez continuer à travailler, je vous le rappelle, 2 années supplémentaires pour celles et ceux qui vous gouvernent. La balle est dans votre camp. Je suis très explicite. Je m'engage sur l'entièreté de mon cahier des charges en commençant à m'engager personnellement vis-à-vis de vous, Françaises et Français. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis aux médias qui m'écoutent, il va falloir un jour ou l'autre faire face à vos décisions, aux conséquences des décisions que vous avez prises à l'encontre de la sécurité des Françaises et des Français en censurant le rassemblement des droits de l'homme. Je vous attends sur les plateaux, en direct, uniquement en direct, où je pourrai d'abord débattre et vous poser, moi, les questions à ces fameux journalistes. Qui vous a donné ces instructions? Avant qu'on parle de quoi que ce soit, ce sera une remise à jour devant vous, Françaises et Français. Vous savez quoi faire pour casser ces censures? Rassemblez-vous, soyez plusieurs milliers de personnes, allez vous mettre devant un milliard en France et imposez Philippe Argillier, le rassemblement des droits de l'homme, pour votre sécurité. À vous d'en décider. Très bonne soirée. Au revoir.